bienvenue sur cette chaîne YouTube Jusqu'au bout de nos rêves. Je suis Cindy Gadille, je suis fée marraine. Qu'est-ce qu'une fée marraine? C'est que j'accompagne les femmes à réaliser leurs rêves en se connectant justement à leur enfant intérieur de façon à ce qu'elles puissent savoir exactement ce qu'elles veulent faire de leur vie. Cette chaîne YouTube, je veux qu'elle soit pour toi une source d'inspiration. Je vais recevoir chaque fois des personnes inspirantes qui ont réalisé certains de leurs rêves et elles viennent ici nous expliquer, nous échanger justement tout leur parcours de façon à ce qu'on puisse également mettre en place certaines choses parce que je crois au tout est possible et donc c'est pourquoi j'ai voulu lancer cette chaîne pour t'aider à toi aussi passer à l'action et non plus arrêter de rêver, mais alors vraiment vivre les rêves que tu as en tête. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis à très vite. Aujourd'hui, je reçois Julien Duverger pour notre 3e épisode de la chaîne Jusqu'au bout de nos rêves. Donc, merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir cet échange avec toi. Avec plaisir. Et donc, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu. Déjà, si tu peux commencer à te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas puissent savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, voilà, pour pouvoir nous partager Ça tout ça. marche. Bah, salut à tous. Écoutez, moi, c'est Julien. J'ai 42 ans et ça fait bientôt un petit peu plus de 10 ans que je suis cascadeur professionnel pour le cinéma et la télé à 100%. Avant, j'ai fait un peu d'autres trucs avant de faire du cinéma et de la télé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est mon activité principale. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je vis dans la Drôme et je me balade un peu partout avec mon métier. Super. Ton métier, est-ce que c'est un métier passion que tu as choisi? Alors oui, c'est un métier passion parce que moi je suis un enfant des années 80, je suis né en 81 et j'ai grandi avec tout petit, je regardais pas ça, mais disons que déjà dans les années 60, fin 70, début 80 à Hong Kong, il y avait des gros films d'action avec Jackie Chan et tout ça que j'ai découvert plus tard en grandissant. Et j'ai surtout grandi avec le cinéma des années 90. Et le cinéma des années 90, voilà, c'était les Van Damme, c'était tous ces acteurs-là, les Steven Seagal, etc. Aujourd'hui, voilà, ils font un peu, ils ont un peu vieilli, ils font un peu cliché pour la plupart des gens. Mais c'est vrai que moi, tout petit, m'ont fait rêver ces gens-là. Et du coup, j'ai toujours eu les yeux qui brillaient devant les films d'action. Je rêvais d'être à leur place, en fait. Donc à la base, c'était plus un rêve de comédien d'action que de cascadeur. Puis après, quand tu grandis et quand tu prends de la maturité, tu te rends compte que comédien, c'est déjà compliqué. Surtout, moi, j'habitais à Nîmes, t'es du sud, faut aller à Paris, tu sais pas trop comment ça marche. Euh, donc après, tu te dis, oh, peut-être que tu t'intéresses un peu, tu vois que les cascadeurs existent, il y a des vidéos à l'époque que faisait Jack Chan qui te montrent un peu l'envers du décor et tout. Puis ça a germé, en fait, très jeune, enfin très jeune, vers les 15-16 ans, on va dire, euh, même si j'ai toujours aimé les arts martiaux depuis petit. Et puis, euh, et puis voilà, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, même si je m'y suis mis un peu sur le tard. Mais c'est vrai, un vrai métier passion, c'est quand je me lève le matin ou quand j'ai un contrat et que je vais travailler, c'est très 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 rare que j'y aille pas avec le sourire. Très très rare. Ça, c'est super. Est-ce que justement, alors par rapport à ce que tu nous racontes, c'est vraiment depuis l'enfance en fait que tu as découvert ce milieu-là? Est-ce Oui. que tu penses que c'est important justement de se connecter un petit peu, de rester connecté à notre enfant intérieur qui a des rêves pour Mhm. pouvoir réaliser ce que l'on a en tête? Moi, je pense que c'est indispensable. Après, je sais pas si tout le monde aura le même discours. Après, moi, le hasard fait que j'ai eu ça très jeune. Mais moi, je suis pas du genre, enfin, je fais pas partie de ceux qui vont te dire depuis que j'ai 5 ans, je veux faire ça, etc. C'est quand même venu plus tard, c'est plus venu à l'adolescence, parce que j'avais une bande de copains qui aimaient ça aussi, donc forcément, ça aide en fait à entretenir, à conserver la passion pour ce domaine-là. Mais je pense que c'est hyper important. Moi, j'en parle souvent avec, enfin, maintenant, j'ai pas mal d'amis qui sont comédiens, cascadeurs, enfin, tous un peu de ce milieu-là. Et on a tous à peu près le même âge. Et souvent, d'ailleurs, dernièrement, là, sur un tournage, je parlais avec un ami comédien, on parlait de l'époque
des vidéoclubs. Et moi, les vidéoclubs, alors là, j'ai 42 ans. D'ailleurs, je pensais que mes parents étaient vieux quand j'étais petit à 42 ans, mais en fait, à 42 ans, on n'est pas du tout vieux. C'est plus le contraire, je trouve. On est plutôt encore très jeune. Et en fait, les vidéoclubs, pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust. Demain, tu me parachutes dans un vidéoclub, l'odeur, l'ambiance, etc. J'aurais l'impression d'avoir 10 ans, quand mon père m'y amenait, qu'on louait des cassettes et tout. Et je pense que ça, c'est en grande partie ce qui m'a amené là, en fait. C'est cette connexion d'enfant à ces moments précis, de films qu'on louait, qu'on regardait tout le week-end parce qu'il fallait les rendre. Donc, du coup, on essayait de les regarder deux, trois fois, euh, voire plus même des fois. Et du coup, je pense que ça fait partie, si on garde pas un peu parce qu'après, c'est en grandissant, on est un peu assailli de plein de choses, on perd un peu l'innocence, on est plus un peu des fois dans les soucis et tout. Et quand on est petit, on n'a pas tout ça, en fait, on vit pour vivre. Voilà, tout ce qui arrive, on le prend bien ou on le prend mal, mais on le prend comme ça arrive, en fait. Et du coup, je pense que ça, c'est important de le garder, parce que ça permet d'éviter de se poser parfois trop de questions, parce que souvent, ça c'est pareil, c'est une phrase un peu cliché, on l'entend de partout, mais c'est vrai que notre pire ennemi dans ce genre de projet, c'est soi-même, en fait. On va se mettre plein de barrières, et puis on va avoir ces petites voix dans notre tête qui nous rappellent un peu tous les gens qui nous disent, mais non, c'est pas possible, etc. Donc, qui nous, euh, qui nous construisent des croyances, en fait, dont on n'avait pas besoin. Parce que bon, si on a envie de le faire, qu'est-ce qui nous en empêche? Ou en tout cas, au moins d'essayer. Et parfois, tous ces trucs-là, c'est des freins. Et en fait, il faut les balayer, il faut garder un peu ce regard d'enfant là, et puis il faut y aller, en fait. C'est risqué, certes, mais il faut y aller. Ça vaut le coup, en fait, de le faire. C'est ça. Toi, comment tu fais justement pour ne pas te laisser influencer par par les peurs des autres? Parce que souvent, c'est ça, en fait. C'est la peur des autres qui vont nous dire, oui, non, mais c'est pas possible, ça. Mais comment toi, tu as fait, justement, pour pouvoir arriver jusque là, à l'heure actuelle, là où tu en es aujourd'hui? Peut-être que tu as eu des personnes, comme tu dis, qui t'ont dit, mais non, c'est peut-être pas possible de le faire, c'est peut-être pas possible de les réaliser. Comment tu as fait pour te dire, ben si, je vais quand même essayer? Parce qu'il y a des personnes, justement, qui, une fois qu'ils entendent ça, s'arrêtent. Ils ne vont pas plus loin. Ben, après, moi, je sais que je vais pas le faire avec ma mentalité d'aujourd'hui parce que, bah, voilà, quand tu deviens de plus en plus mature, après, tu as plus de détachement avec tout ça. Mais si je me rappelle à l'époque où on me le disait, moi, j'ai eu une chance. Alors après, je sais pas si c'est une chance parce que parfois ça pouvait être pénible quand j'étais plus petit. Mais j'ai eu une adolescence un peu compliquée. C'était pas forcément le mec populaire, etc. Donc en fait, j'avais toujours, j'avais des freins un peu instantanés tout le temps en fait. Mais c'est tous ces freins-là qu'on me mettait, que ce soit physique, que ce soit mental, etc. Finalement, je les ai transformés parce que j'ai aussi ce tempérament. Je les ai vite transformés comme un moteur en fait. Donc en fait, à chaque fois, quelqu'un me disait, tu peux pas faire ça, tu n'y arriveras pas. J'avais des profs, hein, on en a tous connu, des profs à l'école qui vont te dire, bah, t'es un bon à rien, t'arriveras pas à faire ci. Puis tu tombes sur les conseillers d'orientation qui te disent, oh, tes résultats, t'es bon qu'à aller faire de la filière professionnelle, etc. Alors qu'ils n'en savent rien au final, parce que la transition collège-lycée, des fois, tu peux être pas très bon collégien et tu peux te révéler au lycée, ou des fois, malheureusement, le contraire. Mais du coup, le fait de pas prendre en considération la personne, donc tu te prends plein de petits trucs comme ça dans la figure sur ton parcours. Et moi, j'ai toujours eu très vite euh, envie de faire mentir ce genre de préjugés. Tu n'y arriveras pas, tu feras pas ça, c'est impossible. Parce que quand je nourrissais cette envie d'être comédien, quand j'étais plus jeune, euh, c'était vers mes, peut-être, je sais pas, peut-être 17 ans, peut-être 18 ans par là, j'essayais de faire des castings et tout. Et, et puis on me disait non, mais c'est pas possible, tu te rends compte la galère. Et puis en plus, moi j'ai un accent du sud que j'ai un peu perdu parce que je vis plus dans le sud et inconsciemment tous les petits reproches que j'ai eu à l'époque des castings sur mon accent, je pense que ça m'avait un peu blessé. Et du coup, j'ai un peu travaillé sur le fait de le perdre un peu. Bon après, si je reviens dans le sud, ça revient très très vite. Je fais des rechutes. Mais mais je pense qu'après, c'était blessant, mais je me suis toujours dit, ok, bon, euh, c'est pas possible. Enfin, toi, tu dis que c'est pas possible, et ben, c'est pas toi qui va décider, en fait. C'est moi qui décide si c'est possible ou pas.
il y aura peut-être des obstacles. Alors un jour, je vais rentrer dedans et me faire peut-être un peu mal, puis l'autre, je vais le contourner. Et puis, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu comme ça. Donc, moi, j'ai eu très vite cette envie de faire mentir ça et d'en faire un moteur. Mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Parce que selon le tempérament que tu as, tu peux avoir cette impression de prendre de l'air et tu as des gens qui te mettent la tête sous l'eau à chaque fois, et tu as l'impression de te noyer dans tes envies, dans tes rêves et que c'est pas possible. Mais ça, c'est une ressource qu'on a en soi, quoi. Faut pas écouter les gens qui vont dire tu peux pas, parce que finalement, c'est pas leur vie, ils savent pas ce dont tu es capable réellement. Et si il y a la seule personne qui va pouvoir faire les choses, c'est toi. Donc fais-les. Et puis, il faut juste être conscient que voilà, il va y avoir des échecs. Je sais qu'en France, on n'est pas à la culture de l'échec, ça fait pas partie de notre culture. Enfin, en tout cas, c'est pas le premier truc dont on te parle. On te parle plutôt il faut réussir, il faut avoir les meilleures notes, etc. Mais on te parle pas de ce qu'il y a de positif dans l'échec. Oui, Et ça, tu t'en rends compte. Enfin, moi, enfant des années 80, quand je vois la différence qu'il y a d'éducation entre ce que moi j'ai reçu, ce qu'il y a un peu aujourd'hui, ça a évolué. Sur d'autres trucs, ça a un peu régressé. Mais nous, les parents, en tout cas, moi, je sais que à mes enfants, je leur dis, voilà, pas grave, fais, bah là, tu t'es raté, ben tant pis. Regarde où tu t'es raté, et puis la prochaine fois, tu ne feras pas les mêmes erreurs, etc. Et puis on s'en fiche. Après, du moment tous les jours, on devient meilleur, après, c'est pas grave si on n'a pas été bon 1 heure, 2 heures, une journée, ou ne serait-ce que, voilà, sur un laps de temps, c'est pas très grave. tout à fait. Ce sont des moments comme ça quoi, où on apprend en fait. On Ouais, apprend. c'est ça, pareil, encore une fois, sur ce genre de vidéos, on va dire un peu plein de phrases toutes faites, mais ces phrases-là sont tellement vraies, le fait de chuter, de se relever, etc., d'en tirer des leçons, c'est certes cliché, mais c'est la réalité des choses, c'est des vraies choses de la vie, quoi. Est-ce qu'il y a justement un moment où tu as senti l'échec? Parce que bon, on parle d'échec, mais comme on dit, c'est pas un échec, c'est un apprentissage qui te reste en tête et qui t'a permis de rebondir sur autre chose, d'avoir une prise de conscience ou de développer certaines choses pour aller plus loin. Ben, après, dans mon métier, cascadeur, c'est constamment ça. C'est-à-dire que nous, les cascadeurs, on est un peu, le terme est pas péjoratif, mais je le trouve pas hyper positif, mais on est un peu des mercenaires, c'est-à-dire que on est intermittent du spectacle, on n'a pas forcément de patron attitré, et on a un réseau, les chefs de poste qui gèrent l'action sur un film ou une série nous appellent, si le profil correspond ou parce qu'ils aiment bien travailler avec nous. Et, euh, et constamment, en fait, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en remise en question. Alors, des fois, c'est moins sur un projet, ça va être moins que d'autres fois, mais tu es tout le temps dans cette remise en question. Et tu vas tout le temps avoir, est-ce que tu vas bien faire ton boulot? Qu'est-ce qu'on va te demander? Est-ce que tu vas bien le faire? Euh, donc, en fait, tu vis constamment, en fait, enfin, en tout cas, mon métier, tu vis constamment avec cette idée tu peux échouer sur un projet, puis faire un truc incroyable sur un autre. Et puis faire un truc moyen sur un autre projet. Et puis après, tu fais 4 projets, ça va être génial. Donc après, quand tu es conscient de ça dès le début, enfin, là je te dis ça avec mon expérience de 10 ans, Hmm. bah après ça va. Tu sais que c'est les hauts et les bas, tu gères. Il y a des fois où tu vas beaucoup travailler, moins travailler. Ça fait partie du rythme. Donc il y a des échecs, mais moi en tout cas, ça fait tellement partie de mon quotidien que Ouais. ça me fait toujours grandir, quoi qu'il arrive. Même si des fois ça peut être un peu dur, des fois c'est des échecs humain dans le relationnel. Après, ça peut être des échecs totalement de boulot, en technique, parce que tu n'as pas réussi à faire telle ou telle chose. Mais c'est vrai que c'est constant, la remise en question. Ben, Et ça fait toujours évoluer. Si tu le prends comme ça te fait toujours évoluer. c'est ça. C'est ce qui te permet de ne pas reproduire la même chose aussi, de pouvoir prendre Ouais, conscience c'est ça. de En ça, tout ben, cas, comment je pourrais améliorer, quoi. en tout cas, enfin, en tout cas, on essaie, tu vois. Après, grosso modo, là, moi, je le parle enfin, je l'applique et j'en parle dans mon métier, mais en vrai, c'est aussi pareil dans la vie. Mais c'est vrai que mon métier, c'est très marqué parce que c'est tout le temps changeant. Moi, j'ai pas d'horaire de 8 heures à 17 heures dans un bureau avec une routine bien précise, etc. Chaque fois que je travaille avec beaucoup de gens différents, je change d'endroit, d'environnement.
Un jour, on va me dire, bah, tu seras boxeur. Un jour, on va me dire, tu seras un mec de gang. Un jour, tu seras un papa qui se fait agresser. Tu seras doubleur de tel comédien. Donc, en fait, ça change tout le temps. Et donc, après, t'es jamais à l'abri de, d'être dans l'échec. Et t'es aussi, tu peux tout le temps aussi beaucoup être dans le succès parce que c'est être adaptable. C'est aussi une grosse qualité dans le métier. Tu arrives à gérer ça dans tous les aspects du travail. Le côté zigzag du fait que ça travaille pas, le changement de choses que tu dois faire. Et on est un peu équilibriste quand on est Ouais. cascadeur. Alors, je pense que dans ces moments-là, tu dois quand même avoir, souvent on est tous humains, on a tous ces émotions qui arrivent. Souvent, on parle de la peur qui peut nous Ouais. guider, la peur qui, voilà, qui. Toi, comment tu fais face à cette émotion-là quand elle arrive, quand par exemple on te propose un projet et que tu sais pas trop où est-ce que ça va t'amener, comment ça va se passer, tout ça. Comment tu gères toi cette émotion-là pour pas qu'elle te bloque et pour que justement tu puisses quand même le faire? Ben, moi, encore une fois, c'est des fois quand je fais le bilan de ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait dans ma vie. En fait, j'en parlais hier, j'étais sur un tournage. On a souvent des chauffeurs qui nous amènent d'un point A à un point B et c'est toujours l'occasion de discuter avec les gens. Et on discutait de ça justement et je lui disais que tout mon parcours, si je regarde en arrière, en fait, j'ai l'impression qu'il m'a amené exactement et il m'a donné exactement les bonnes armes pour être là où je suis. Et, euh, et moi, j'ai toujours eu pas, je sais pas si je pourrais appeler ça une fibre artistique, mais plus jeune, j'ai longtemps fait du hip-hop. Euh, je me suis toujours un peu intéressé à l'expression, qu'elle soit corporelle ou autre. En fait, j'ai toujours été un peu dans ce truc-là et je me suis toujours mis en danger parce que j'étais toujours dans des passions un peu de représentation. Donc, quand tu danses, bah, tu danses forcément devant des gens. Quand tu fais du théâtre, bah, tu es en représentation devant un public. Euh, donc en fait, j'ai toujours été confronté à un peu ce stress et cette peur de soit de pas être bon, ou tout simplement, bah, c'est jamais évident tu te mets en danger en fait quand t'es en représentation ou quand t'es dans ce genre de quotidien ou de métier, parce qu'après toi tu sais ce que tu fais, mais t'es pas à l'abri de faire une erreur. Donc après t'es un peu quand t'es plus jeune, c'est le jugement, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont trouver que je suis nul et tout ça. Donc ça, c'est un gros travail que j'ai eu surtout dans tous les métiers que j'ai fait. Le dernier que j'ai fait, c'était commercial. Donc c'était une forme de théâtre. Quand j'allais chez les gens, j'avais des rendez-vous, j'avais tout un plan de vente à faire pour vendre mes produits. Donc j'ai toujours eu à gérer ce genre de peur ou de stress. Donc en fait, quand je suis arrivé en tant que cascadeur, j'ai eu du stress parce qu'après, quand tu commences un nouveau métier, tu connais pas les gens, tu connais pas les codes. Euh, tu as envie de le faire, mais tu découvres au fur et à mesure. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé à pas me faire gagner par ça. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu vas sur un plateau et qu'on te demande de faire quelque chose, tu es toujours stressé. Tu as toujours une peur parce que, ben, cascadeur, moi je suis cascadeur physique, c'est-à-dire que j'utilise mon corps pour faire les cascades. Donc ça va être des chutes de hauteur, du combat, etc. Donc il y a toujours un pourcentage de chance de se faire un bleu, enfin un bobo, ou peut-être plus, tu vois, selon ce qui se passe. Moi j'ai la chance en 10 ans, j'ai fait qu'une seule blessure assez importante, mais aujourd'hui, c'est fini. Mais il y a toujours un peu ça. Donc après, tu le gères. Je me suis jamais tellement posé de questions, parce que j'ai toujours eu à le faire, en fait. C'est un Ok. peu comme, c'était pas mon quotidien, mais euh, ça m'était pas étranger. Donc je sais que ça fait partie du jeu. Après, on le gère à sa façon, en fonction des gens. Il y a des gens qui aiment beaucoup parler, il y a des gens qui aiment s'isoler, il y a des gens qui aiment bouger. Il y a des gens qui aiment faire un peu tout, mais moi, je suis plutôt quelqu'un pas qui fait comme si de rien n'était, mais j'essaie de pas changer ma façon d'être. Donc, je suis toujours assez souriant, jovial, je parle avec les gens. Puis après, ah, Julien, c'est à toi. Bon, bah, j'y vais. Et puis, je fais mon truc. Là, par contre, quand je le fais, je suis très concentré, mais j'essaie de ne pas me faire polluer par cette peur. En cascadeur, la peur est nécessaire. Souvent, moi, j'avais rencontré à mes débuts un cascadeur qui exerce toujours, là, qui s'appelle Jérôme Gaspard, et qui en parle souvent. De ça et que la peur est nécessaire chez un cascadeur. Lui, par exemple, aujourd'hui, il est devenu régleur. Ça a été longtemps un cascadeur, maintenant régleur, c'est-à-dire celui qui gère l'action sur un projet. Et Ok. il dit souvent qu'il serait pas rassuré d'avoir un cascadeur qui n'a pas peur.
Après, bien sûr, tout dépend de ce que tu as à faire. S'il faut juste tomber d'une chaise, voilà, il y a un niveau de peur. Mais par exemple, s'il y a 20 mètres de chute à faire d'une fenêtre, dans un airbag, etc., s'il voit que le gars, il n'a pas du tout peur, ça va pas le tranquilliser. Au contraire, il va préférer quelqu'un qui va lui poser des questions, qui va se dire, bon, voilà, comment on fait? Peut-être, très souvent, on fait par palier. S'il y a 20 mètres à faire, donc on va faire 5 mètres, puis après, on va faire 8 mètres, puis après, on va faire 12 mètres, puis après, on va faire 15 mètres, et puis après, on fera les 20 mètres. Donc, il va préférer quelqu'un qui va agir comme ça, qui lui dit, non, c'est bon, vas-y, quand c'est à moi, tu m'appelles et je saute. C'est jamais Ouais. très rassurant. Est-ce Ça que peut marcher, hein, mais c'est oui, pas ça peut rassurant. tout à fait. Et ça permet quoi justement d'avoir peur? Ben moi, en fait, dès que tu as peur, tu vas être plus dans l'analyse. Donc, le danger, c'est suranalysé. Mais ça, après, c'est avec l'expérience et la maturité. Tu te connais, tu sais, tu connais ton corps, tu connais tes réactions, donc tu vas essayer d'analyser, mais de pas être dans la suranalyse. Donc, ce que tu vas voir, c'est que tu vas bien t'échauffer, tu vas aller voir sur le plateau comment est le décor. Après, tu as ton chef, hein, et les autres cascadeurs qui sont avec toi aussi, qui font la même chose. Tu vas répéter aussi, c'est une base de notre métier. Si on a des choses à faire, on les répète d'abord en amont du tournage pour que ça se passe bien. Parce qu'il y a un peu, il y a un peu, comment ça s'appelle, une idée reçue des cascadeurs. On pense qu'on est un peu franc-fou et que on se jette de partout sans réfléchir. Euh, des fois, tu rencontres des gens, ils te disent, ah, ben, vous êtes un peu un grain, non, les cascadeurs, quel plaisir vous avez à vous. Il me dit là, par exemple, tu sauterais là dans l'armoire et tout. Bah non, en fait, je vais pas le faire comme ça parce que déjà, souvent, bah, tout ce qu'on voit dans les films, enfin, il y a rien de vrai. C'est une fausse armoire, c'est pas du vrai bois. Enfin, ouais, il y a tout un tas de choses qui fait qu'on peut le faire sans se blesser, ou en tout cas de minimiser au maximum le risque de blessure. Donc ça en fait partie. Ça réduit aussi grandement une peur. Par exemple, si tu as une grosse chute à faire, par exemple, je sais pas, moi, tu te bats sur un comptoir de bar et tu dois tomber sur le dos et ensuite par terre, ben ça, tu vas le travailler en salle avec des modules d'abord en mousse, etc. Tu vas essayer de reproduire le décor, donc tu vas prendre tes marques et tout ça. Puis après, on est hyper protégé. On a on a des plaques de dos un peu comme ce qu'ont les motards. Quand il y a une moto, on a les coudières, on a des shorts de protection avec plein de pads sur les hanches, etc. On n'y va pas comme ça, pas protégé et pas prêt. C'est ce qui fait qu'après la peur, en fait, des fois, tu peux avoir une peur comme ça, puis petit à petit, à force de répéter, d'analyser comme il faut les choses, elle est minime après. C'est super ce que tu dis parce qu'effectivement, moi je crois beaucoup à la répétition et à l'entraînement. Et Ouais. que ce soit, toi, t'en parles par rapport à ton métier, mais je pense que c'est pareil pour la vie de tous les jours quand on a peur de faire quelque chose, de déjà commencer par la petite chose qui nous fait le moins peur, déjà de la faire, de la reproduire, et puis au fur et à mesure que ben, la peur elle va diminuer, on va pouvoir en faire une autre, et ça va nous rapprocher au fur et à mesure en fait de l'objectif qui nous faisait peur au départ. Mais exactement. Et Et c'est nous, pardon, excuse-moi. non, non, Et du vas-y. coup, l'entraînement, nous, notre entraînement, au-delà d'avoir une technicité, de rester en forme, etc., c'est vraiment fait pour ça, en fait. Et il y a une chose pas que j'ai découvert sur le tard, mais que j'applique depuis qu'elle est peut-être 2 3 ans, mais j'en entends déjà parler à l'époque, mais c'était un peu marginal. Euh, et je l'ai appris ça des athlètes de haut niveau. C'est la visualisation, en fait. Oui, Et, euh, et parfois, quand tu es cascadeur, ça peut arriver des fois qu'on te demande de faire un truc un peu pas risqué, mais tu sais que ça va être une grosse cascade. Euh, et en fait, de te le dire avant, si ton boss te le dit avant, je trouve ça hyper important dans le sens où toi, tu vas digérer l'information. Et bon, il y en a qui ne le font pas, mais moi, je sais maintenant, quand on me dit tu vas faire ça, je digère l'information du moment où on me l'a dit jusqu'à la veille de le faire. Et en fait, ça va faire on va faire un peu du JCVD, du Jean-Claude Van Damme, mais je me parle en fait et je visualise ce que je vais faire. Et je dis à mon corps, là, ça va être un truc un peu dur, mais on est prêt, on va le faire, on va pas se faire mal. Et donc, tu visualises, c'est un peu comme de la sophro finalement, de oui. faire ça. Et moi, je trouve ça hyper important. Et c'est vrai que je l'applique pas depuis très longtemps, mais je vois une différence. Parce que si jamais un jour je fais un truc et qu'on m'a dit au dernier moment ou que je découvre le jour du tournage, je sens que je suis pas préparé pareil. Oui. J'arrive pas, je sens que ça va bien se passer, mais il me manquera une petite préparation. Et je sais qu'il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui font ça,
qui font des visualisations de parcours ou de courses ou de ce qu'ils vont faire. Et récemment, j'ai eu mon permis moto et ça, je l'ai fait pour le permis moto. Parce que le permis moto, tu fais un plateau, c'est tout un circuit avec différentes allures, etc. Et, euh, et je l'ai fait. La différence entre le moment où j'avais commencé, j'avais fait quelques sessions et un jour, je me suis posé sur une semaine et j'ai fait tous les jours de la visualisation. Et ben, quand je suis retourné sur la moto, c'était le jour et la nuit. C'est ça. Donc après, C'est vrai que c'est ça hyper puissant. fonctionne, quoi. Tout à fait. La visualisation est hyper puissante. Alors, on revient encore sur l'entraînement. Quelque part, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc, quand tu vas visualiser, ça va permettre à ton cerveau d'entraîner un petit peu ce qui va se produire. Donc, pour lui, ça va être quelque chose qu'il aura déjà fait. Donc, c'est ce qui va lui permettre comme ça Oui, d'être plus à l'aise. Et donc, au niveau émotionnel, ben, déjà, tu vas jouer sur toutes les émotions qui vont redescendre. Et puis, tu vas pouvoir vraiment... c'est comme si tu l'avais déjà fait, comme si tu avais déjà connu la chose, quoi. exactement. Et c'est vrai que en découvrant qu'il y avait une différence, je me suis dit, punaise, j'aurais dû faire ça depuis très longtemps, en fait. Après, ça fait partie, on est comme ça, l'être humain, des fois, on entend ou on connaît des choses, puis après, on les applique pas parce on s'y arrête pas. Puis après, on prend en maturité, puis on se dit, tiens, on me redit ça, on m'en reparle. Peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse. Et moi, je crois beaucoup au timing, en fait. Et il y a un moment pour tout, et je pense qu'à l'époque où on m'en parlait, peut-être que j'étais pas forcément prêt, ou j'écoutais pas, en tout cas. Et puis après, à un moment de ma vie, je me dis, bah tiens, si on me l'a dit autant de fois que ça, c'est que ça doit avoir de la valeur. Donc après, tu t'y intéresses et finalement, tu te dis, ah bah, c'est cool. Mais c'était le moment, je pense, que je le fasse. Peut-être qu'avant, je l'aurais peut-être pas bien fait ou je vois souvent, enfin, moi, je vois les choses comme ça souvent. Ouais, je pense un peu comme toi. Chaque chose arrive quand ça doit arriver, de toute façon. Mm. Des Et- fois, Mm. tu vas forcer et moi, souvent, ça me le fait. Moi, j'aime beaucoup lire. Enfin, je lis beaucoup de bouquins et ça m'est arrivé d'acheter des bouquins et de pas les lire tout de suite parce que je vois le bouquin, je sais de quoi il parle, mais je sais que c'est pas maintenant. Je ne peux pas le lire. Je vais pas arriver à en profiter, c'est pas le moment, je le sens pas. Et puis un jour, je vais passer devant, je me dis, tiens, je l'ouvre et après je le termine. Et là, je me dis, bah, en fait, c'était le moment de le lire, hein, ce bouquin-là. Parce que du coup, je pense que je l'ai mieux assimilé, c'était plus le moment, j'étais dans un mood qui correspondait sûrement avec ce dont le livre parle. Tout à fait. Et je pense que ça fait partie de quand tu réalises aussi des projets. Tu vois, moi, c'est à 30 ans que je me suis reconverti. Ça fait un peu tard dans la cascade. Parce que quand j'ai commencé à rencontrer des cascadeurs, ils avaient tous, ceux qui avaient mon âge ou qui avaient plus, ils avaient déjà au moins 10 ou 15 ans de carrière, voire plus, 20, 30 ans pour les plus âgés, voire peut-être pour les chefs 40 ans. Et soit c'était des très jeunes. Et moi, je me suis retrouvé à... Mais quand je réfléchis, des fois, il y en a qui me disent, t'aurais aimé commencer à 20 ans? Eh ben, je leur dis non parce que je pense qu'à 20 ans, c'était pas le moment. Ouais. Je suis arrivé là-dedans avec la maturité qu'il fallait à l'âge où je me suis reconverti, en fait. C'était très bien d'avoir fait à ce moment-là. C'est quoi justement qui t'a poussé à te reconvertir? À te dire, ça y est, c'est le moment là, il faut que je le fasse. Ben, en fait, alors c'est plein de petits trucs. Euh, Moi, je suis quelqu'un de... Alors, j'ai pas une très grosse mémoire. Parfois, on me dit, ouais, tu te rappelles, cette époque, on faisait ça. Je me rappelle pas forcément, mais il y a des choses qui se sont imprimées dans ma mémoire j'y repense pas forcément tout de suite, mais parfois je fais des choses et ça me fait un flash et je me dis, punaise, c'est vrai, ça m'a marqué. Et il y avait un truc que j'avais dit à un pote qui est parti en Thaïlande, où quand à l'époque on faisait un peu des vidéos ensemble, on filmait des trucs, on faisait des acrobaties. Enfin, on se croyait déjà cascadeur à l'époque en fait. Et, euh, et lui il part en Thaïlande. Euh, Enfin d'abord il part au Japon, parce que son père c'est un franco-japonais, son père était médecin, il part au Japon avec son papa et il fait une école de cascade là-bas. Et ensuite, je savais qu'il voulait aller en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, tu as une grosse industrie du cinéma. Et qui dit industrie dit beaucoup de films, qui dit beaucoup de films dit beaucoup d'opportunités. Donc en fait, il s'est dit, je vais aller me former au Japon, et ensuite je vais aller en Thaïlande. Et il a bien fait, parce qu'en fait, ce parcours-là l'a amené à faire plein de films en Thaïlande. Mais quand il est parti, bon, moi j'étais un peu triste, c'est un très bon ami. Et je me disais, putain, lui, il part, il va faire ce dont on a toujours parlé, ce dont on rêve, c'est de tourner dans des films et tout. Et puis, euh, Et puis je lui dis, fais ton truc, et moi je lâcherai pas. Un jour je serai cascadeur, je travaillerai dans le cinéma.
Elle m'a dit OK. Et après, je te dis ça, je sais pas, j'avais 18 ans. Peut-être, ouais, 18, 20 ans, peut-être, un truc comme ça. Là, j'en ai 42, tu vois. Et, Ouais. euh, et en fait, ça, c'était la, il y a eu des choses avant, mais ça, c'était vraiment comme une espèce d'encre. J'avais planté un truc qui a jamais bougé, qui est toujours resté dans ma tête. Et puis après, j'ai fait ma vie. Donc, j'ai fait un milliard de métiers. J'ai fait plein, plein de choses. À 18 ans, j'étais devenu pompier volontaire. Ça m'a suivi jusqu'à mes 30 ans. Et puis après, j'ai été cuistot, animateur jeunesse, etc. Enfin, j'ai fait plein de métiers. Et le dernier en date que j'avais fait avant de devenir cascadeur, c'était commercial. Et, euh, et notamment, je faisais de la prospection, c'est-à-dire tu prends une petite chemise, tu mets tes feuilles dedans et tu pars avec ton stylo et tu vas taper des portes et tu dis bonjour aux gens et tu essaies de prendre des rendez-vous pour vendre le produit que tu as à vendre. Donc, à la base, je faisais ça pour les adoucisseurs d'eau, mais je n'étais pas vendeur, je prenais les rendez-vous pour les commerciaux qui, eux, ensuite allaient chez les gens. Donc, moi, j'avais juste à taper des portes et à prendre des rendez-vous. Ça m'a beaucoup fait évoluer. Ça fait partie aussi des choses qui m'ont amené à savoir m'intégrer, m'adapter, etc., dans des milieux très changeants tout le temps. Et le gars qui m'avait embauché pour ça, après, moi, j'en avais eu marre, j'étais parti parce que c'est épuisant comme métier. En fait, c'est épuisant, mais c'est très formateur parce que pour une minorité de oui, tu vas prendre 200 ou 300 non dans la journée. Où les gens vont dire non, 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 je veux pas, non, non, je veux pas. Des fois, tu as des gens désagréables, etc. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de comment l'échec, etc. Tu vois, donc on en revient encore à cette histoire. Donc, je passais des journées à apprendre, je sais pas, 50, 100 ou 200 petits échecs. Et, euh, et j'avais deux, trois petits oui dans la journée. C'était mes rendez-vous. Puis je les donnais aux commerciaux. Enfin bref. J'arrête de faire ça. Et le même gars, en fait, me rappelle des années plus tard. Et il me dit, bah, je te propose un boulot de commercial. Mais là, tu taperas des portes aussi. Mais il y aura pas que ça, mais tu seras aussi vendeur. Je dis, bon, j'avais pas trop envie, mais j'avais pas trop de boulot à cette époque-là. En plus, ça faisait des années que je faisais des arts martiaux chinois. Au moment où il me propose ça, je devais partir à Hong Kong, faire une compétition, etc. Donc je dis, écoute, je vais faire ma compétition d'arts martiaux à Hong Kong et quand je reviens, euh, on, je lis ton plan de vente dans l'avion et on verra, je te rappelle. Et puis je sais pas, je fais mon truc, ça se passe super bien à Hong Kong. Je rentre avec Chloé, ma femme, en France et je le rappelle, je dis, écoute, vas-y, on le fait. Du coup, je suis commercial, donc je vends des panneaux solaires et puis après, c'est l'isolation des combles, les fenêtres, enfin, tout ce qui était rénovation énergétique. Je fais ça pendant quelques années et puis c'est un métier épuisant. Pas physiquement, mais mentalement, c'est épuisant parce que tu es toujours un peu borderline sur l'éthique, la manière de vendre, etc. Mais bon, voilà, c'est ton métier, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Moi, avec mon tempérament, j'ai toujours essayé de bien faire les choses, mais quoi qu'il arrive, bah, je vendais des produits forcément à des gens qui parfois peut-être n'en avaient pas besoin. Mais c'était mon métier. Et un jour, j'en ai marre, quoi. Je gagnais très bien ma vie, mais j'en ai marre. Et je me retourne et je me dis, mais cette vie-là, de partir à 7 heures du mat, rentrer à 11 heures, ça va être ça jusqu'à ma retraite. Et là, j'ai pris une claque. En plus, entre-temps, on a eu Liam, notre fils. Donc, c'est pareil, ça te chamboule un quotidien. Tu vois. Tu passes d'un couple où tu voyages, tu fais plein de trucs, puis d'un coup, il y a un bébé. Puis non, en plus, on a construit la maison en même temps que le bébé. Donc, tu vois, il y a tout un truc, tu te dis. Mais en même temps, ça te ramène à la vie, à la réalité, tu vois, ce genre de truc. Et je pense que ça fait partie de ce pourquoi j'ai changé je me suis reconverti et que je suis revenu à mes premiers amours, en fait. Et puis donc, je me fais cette réflexion, je me dis, mais je vais finir retraité aigri de la vie, en fait. C'est-à-dire que je vais me dire, à 60 ans, je vais être là, je vais me dire, mais t'as jamais essayé, t'as jamais tenté de le faire. Enfin, moi, c'est pas le genre de truc que j'avais envie de me dire plus tard. Donc, j'ai entamé une transition. Et là, du coup, au lieu d'être commercial itinérant, j'avais trouvé en CDD à Valence, dans une boîte de bâtiment qui vendait de la visserie. Donc j'étais aussi commercial, mais sédentaire, c'est-à-dire que j'étais tout le temps, je faisais des horaires de bureau et je recevais les commandes par téléphone et je travaillais avec un commercial au terrain. Enfin bon, je vendais mes vis, quoi. Et ça m'a permis de commencer à entamer une transition. Donc je faisais un peu de figuration et tout ça, c'est un peu le début, hein. Quand tu rentres dans le métier de l'intermittence du spectacle, t'as jamais vu de tournage, donc tu essaies de faire un peu de figure pour voir comment ça se passe.
C'est jamais facile parce que quasiment que du réseau. Donc au début, je suis galère. Fais des trucs pas payés. Enfin, c'est un peu la misère. Mais tu fais petit à petit un réseau. Et moi, j'ai toujours eu, mais ça aussi, ça fait un peu Vandame. Mais c'est tellement un vrai truc, c'est que quand je me suis mis à faire ça, j'étais convaincu. Mais quand je te dis convaincu, n'importe qui m'aurait dit tu le fais pas. Mais pour moi, c'était pas envisageable. Il y avait un truc au fond de moi qui me disait, même si c'est pas grand-chose, il y a un truc à faire, fais-le, ça va marcher. Ça m'a jamais quitté. Et pourtant, tu vois, on habite à Loriol, c'est en dessous de Valence. Ouais. Pour aller à Paris, pour rencontrer des gens. Je dis, voilà, comment je vais faire? Mais en fait, je me posais pas de questions. Je montais à Paris, je faisais mes trucs, etc. Je rencontrais des gens, je prenais des bus de nuit de Lyon à Paris, j'arrivais à 5 heures du mat, j'allais m'entraîner, etc. Et en fait, j'ai jamais vraiment douté. Après, il y a des moments où tu es un peu plus fatigué, quand tu te dis, putain, c'est dur. Et puis c'est risqué, tu vois, tu gagnes bien ta vie, tu passes à quasiment pas grand-chose. Mais il y avait ce truc-là, en fait, je me disais, tu fais pas ça pour rien. Aujourd'hui, c'est de l'investissement, c'est pénible et tout, mais ça va payer. Et moi, ça a aussi été toujours l'histoire de ma vie. C'est que moi, je fais pas partie des gens qui instantanément, tu sais, des fois, le génie, c'est peut-être un peu fort, mais tu as des gens, tu sais, ils sont bons tout de suite partout, quoi qu'ils fassent. Ils ont ce truc-là de tout ce qui touche, ça se transforme en or. Moi, c'est pas mon cas, mais par contre, je suis un travailleur. C'est-à-dire que si je sais que c'est par là que je dois passer pour arriver à obtenir quelque chose, donc en fait, je me posais pas, je savais que si je galérais et que je devais bosser plus que les autres, moi, c'est pas grave, c'est ce que j'ai toujours fait. Et, euh, et aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont comme moi, des gens qui justement sont des génies, entre guillemets, qui tout de suite sont très bons, etc. Mais je m'en fiche. Moi, je suis arrivé à ce niveau-là aussi et à travailler et à en faire mon métier en charbonnant, comme on dit, dans un langage un peu jeune. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis reconverti et ça a pas toujours été facile, mais j'ai toujours été convaincu que ça marcherait. J'ai décidé de couper l'interview de Julien en 2 épisodes, car il y a tellement de choses passionnantes à nous partager que je trouvais ça dommage de couper des parties et donc de vous enlever toute cette richesse d'informations. Vous trouverez du coup la deuxième partie dans un nouvel épisode. J'espère que cette interview t'a plu et t'a permis de trouver certains éléments pour que toi aussi tu puisses aller jusqu'au bout de tes rêves. Si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des pouces bleus, à t'abonner à la chaîne de façon à ne rien manquer sur les interviews qui vont suivre. N'hésite pas également à partager cette chaîne que tu peux également retrouver en podcast. Je te dis à très vite pour une nouvelle interview.